Il y avait une religieuse qui donnait les coups de baguette, l'autre qui tenait les mains, qui nous tenait les mains comme ça au-dessus, et la troisième qui surveillait le dortoir. Et donc ça, comme épreuve de résistance, c'est pas mal. J'ai passé toute mon adolescence en maison de redressement. C'était pas si facile que ça. J'ai été placée très tôt. J'ai connu la maltraitance, les plus grands garçons qui découvraient la sexualité, qui se servaient de nous, les petites filles. Et l'institution a dit que j'étais une vicieuse et qu'il fallait me mettre dans un pensionnat de filles, parce que bien entendu, j'étais responsable de ce qui m'arrivait. J'avais 9 ans. Et puis après, j'avais 13 ans. C'est là où a commencé la maison de redressement. C'était en 1970, c'était à Toulouse. Il y avait des hauts murs avec des tissons de bouteilles tout autour, des fois qu'on a envie de se sauver. On vous dit absolument rien, vous arrivez devant une grande porte, très lourde, dans l'entrée d'un couvent. Au milieu, il y a une religieuse avec une petite porte en bois qui regarde qui rentre, qui sort. Et puis il y a à nouveau une double porte. Et puis après, l'enfer commence. Pour la plupart, on avait subi des incestes. On était une cinquantaine de filles, adolescentes, préadolescentes, avec le corps en mutation. On était chargés d'étiquettes qui ne nous appartenaient pas. Pour elles, on était des mauvaises filles. On les renvoyait aussi peut-être à leur frustration. Elles nous le faisaient payer. Ne perdez pas de vue qu'on était des enfants, qu'on avait 13 ans. Il y avait beaucoup de punitions collectives. C'est surtout la bastonnade dont je me souviens, oui. Donc la bastonnade, c'est pour tout le monde. Donc chacune passe à son tour. On avait toutes les mêmes chemises de nuit blanches. Il fallait soi-même remonter la chemise de nuit sur le dos, se coucher soi-même sur le lit. Et il y avait une religieuse qui donnait les coups de baguette, l'autre qui tenait les mains, qui nous tenait les mains comme ça au-dessus, et la troisième qui surveillait le dortoir. Et donc ça, comme épreuve de résistance, c'est pas mal. Une fois vous mordez l'oreiller, une fois vous criez, une fois vous pleurez, une fois vous dites « là, elles ne mourront pas », et vous mordez le drap et vous lâchez pas, et vous apprenez à résister. Et j'en ai bien eu besoin pour ce qui s'est passé après. J'ai plus le souvenir des tâches domestiques et du travail qu'elle nous faisait faire et qu'elle vendait à l'extérieur, que du temps que j'ai passé à genoux dans l'église. Il fallait frotter, cirer, briquer, nettoyer inutilement et renettoyer, parce qu'il fallait nous épuiser à la tâche. Des cours, mais non, pas du tout. On était juste bonnes à rien. Je crois qu'elles avaient peur de nous. On était en dressage. J'étais très décidée à partir. On était 3 à être décidés à partir. Donc les autres nous ont aidés pour les draps, les couvertures, pour passer par-dessus le mur. On est venu à Paris en autostop. Puis quand on est arrivé à Paris, il a fallu manger. Donc je suis allée dans un Monoprix, j'ai volé un camembert et puis je ne sais plus quoi. Et je me suis fait prendre. J'ai été mise au dépôt sous le quai de l'Horloge. Et je suis restée là plusieurs jours. J'ai été renvoyée à Toulouse. À partir de là, c'est la chambre d'isolement. Et là, ça a duré très longtemps. La chambre d'isolement, vous avez un lit qui est soudé au sol, il y avait un lavabo, il y avait un seau. Et c'est tout. Sentiment de solitude intense, mais c'est pareil, ça m'a préparée à la suite. Ça a été 4 années très violentes. On sortait le jour de l'anniversaire. On nous disait, la DAS ne peut plus vous nourrir, voilà, vous partez. Quand on sort seul, à 18 ans, d'une institution où il n'y a que des jeunes filles qui sortent seules de temps en temps, c'est surveillé par les réseaux de la prostitution. Donc j'avais été suivie à ma sortie. Quand on ne s'est jamais intéressé à vous personnellement, et que tout d'un coup il y a un garçon qui s'intéresse à vous, vous avez un retard affectif important, vous êtes prête à donner beaucoup pour recevoir un peu. Donc j'ai vécu l'humiliation, j'ai vécu les viols à plusieurs. Pour eux, j'étais un objet sexuel, c'est tout. J'ai avorté sur une table de cuisine en formica avec une aiguille à tricoter. Et qu'après, j'étais en train de me vider de mon sang dans ma chambre de bonne. C'est là où je me suis dit que j'avais de la valeur pour personne, que personne ne m'aimait, que tout ça était de ma faute. À ce moment-là, j'ai eu envie de mourir. Puis l'histoire s'est pas racontée comme ça, c'était pas mon moment. Puis j'ai continué à vivre. J'étais à nouveau avec un garçon. Ça s'est mal passé. On m'a emmenée dans une carrière loin de Toulouse. J'ai été battue, violée par 3 garçons qui m'ont laissée là pour morte. Et c'est là où je me suis dit que Paris, ça pouvait pas être pire que Toulouse. J'ai gardé une culpabilité très longtemps. J'étais persuadée que tout ce qui m'arrivait, c'était de ma faute. Le fait d'avoir été en dressage comme ça, d'avoir été beaucoup violentée physiquement, ça m'a permis de développer suffisamment de résistance pour tenir, pour ensuite, quand j'étais prise dans les réseaux de prostitution, de résister à la violence et d'arriver à toujours me relever. J'avais appris à raccourcir le temps des pleurs. Ça m'a permis de rester vivante quand même.